Ensuite, sur cette chaîne, j'avais l'habitude avec les invités de faire un avant Covid, un pendant Covid et un après Covid. Et justement, Jean-Noël, quand nous sommes arrivés en 2020 et qu'on a eu les premiers confinements, etc., quel a été votre état d'esprit? Déjà, professionnellement parlant, vous étiez dans quelle situation? Et ensuite, en tant que citoyen, comment vous avez vécu ce Nous sommes en guerre? Alors, le Nous sommes en guerre, c'est arrivé plus tard, parce que nous, on a démarré avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là. Nous, on était largement avant Covid. Voilà, donc moi, je diffuse depuis les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on était sur les actes 1, acte 2, acte 3. Alors, à ce moment-là, on peut parler des Gilets jaunes d'abord, et puis ensuite du Covid ensuite, parce que moi, je ne vous ai pas découvert au moment des Gilets jaunes, mais justement, les Gilets jaunes, on peut en parler, puisque mine de rien, la situation fait que certains pensent qu'ils peuvent revenir, même si c'est beaucoup plus difficile. On est toujours là. On est toujours là. Je suis là, c'est que les Gilets jaunes sont là. Et je parle de Gilets jaunes réfléchissants. C'est-à-dire changer la société. Les Gilets jaunes, c'est l'ensemble des Français et des Françaises qui pensent que la France, elle est faite pour les Français et les Français et les Françaises, et que on est dans une société plurielle où effectivement il faut des dirigeants, il faut différentes personnes exercer différents postes, mais que c'est une société unique, mais où effectivement on ne doit pas naître et mourir pour métro boulot dodo et livrer ce monde-là aux futures générations. Les Gilets jaunes, ça a une profondeur de réflexion à l'origine qui fait qu'on a laissé en avant des esprits réducteurs en disant simplement notre frigo il est vide. Alors c'est pas ça du tout. Il faut pousser la réflexion. Et ça, cette réflexion, elle est pas poussée. Aujourd'hui, les gens te disent mais ma liberté, mais la liberté de quoi? De toi en tant qu'individu, ou la liberté de chaque individu dans une société où effectivement chaque individu il prend sa part, voilà, tout en vivant en société. On est dans les lois physiques, on est dans le code civil, on est dans le code pénal, c'est les interactions entre eux. Voilà, on est dans un modèle institutionnel constitutionnel que décrit parfaitement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais si chaque personne n'en prend pas la teneur, c'est-à-dire qu'on réclame une sucette qui est en haut du rayon et on tend le bras. Voilà, on tend le bras à mi-bras, on dit j'arrive pas à l'attraper. Mais il faut tendre le bras, il va falloir aller la chercher, cette sucette. Voilà. Et cette sucette, quand tu peux en prendre une, tu en prends deux, elle est à portée et elle est surtout, il faut en partager, il faut en donner une à chacun. Or, il n'y a pas cet esprit de partage, il n'y a pas cet esprit de communion. On voit bien dans les différents acteurs sociaux qu'il y a eu pendant la période des Gilets jaunes, où même maintenant, on est dans des personnages publics qui sont au premier rang, où chacun ne regarde que de son côté. C'est je viens chez vous et je ne fais que de m'écouter parler. C'est le con. On n'a pas d'interaction, on n'a pas d'échange les uns avec les autres. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, et vous parlez de gilets jaunes réfléchissants. Alors, j'ai été gilet jaune moi aussi au tout début, et je vous avoue que quand j'y suis allé, mais vraiment un peu en touriste au départ. Je me suis dit, bon, si ça se trouve, il va y avoir 3 pelés de tondu, et puis à côté de chez moi, il y a un rond-point, et j'ai vu que c'était jaune de monde pour le coup, et j'ai vu que c'était un mouvement qui prenait de l'ampleur. Après, bon, il y a eu divers événements, il y a eu de l'instrumentalisation, il y a eu pas mal de choses, il y a eu pas mal d'événements. Néanmoins, vous parlez de gilets jaunes réfléchissants. Étienne Chouard parle de gilets jaunes constituants. Quels sont les différents gilets jaunes? Est-ce que finalement les gilets jaunes, c'est un seul et même groupe, ou est-ce que finalement il y a plusieurs catégories au sein même des gilets jaunes? Il y a bien plusieurs catégories, mais maintenant, si c'est pour revendre une pyramide pour une pyramide, Chouard comme la République en face, il n'y a pas de différence. C'est le même modèle, c'est j'existe en tant qu'individu, les droits qui sont inhérents à ma propre personne, de ma vie à ma mort, faudrait que je les confie à quelqu'un pour me dire encore l'endroit où j'ai le droit d'aller faire quelqu'un. Tout en sachant qu'effectivement, il faut des codes sociaux dans l'art de vivre ensemble. Et donc, il faut une réflexion qui soit ordonnée. Alors, et à ce niveau-là, il y a un bon paquet de personnes qui n'ont pas le niveau. Et ça, il faut que les gens l'acceptent. C'est-à-dire que les gens, on se retrouve toujours la tête dans la mare parce que, tout simplement, l'ensemble des populations qui font face au système élitiste n'ont pas le niveau intellectuel nécessaire, n'ont pas la formation intellectuelle, parce qu'il s'agit bien d'une formation intellectuelle, puisqu'on analyse par son cerveau,
Et même un boulanger, quand il vous fait du pain, faut qu'il ait les recettes à l'intérieur. Oui, sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, s'il se cogne la tête, il a un trou de mémoire ou il devient amnésique, il n'est plus boulanger. Il n'a plus les recettes, il n'y a plus accès intellectuellement. Donc, après, il faut une formation intellectuelle aux gens dans l'art de savoir réfléchir et penser. Après, avec une nuance quand même, parce que je comprends ce que vous dites, mais à l'heure actuelle, vu l'état du système politique dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est dans une impasse et un chaos indescriptible, avec la médiocratisation de la société, puisque le niveau des politiques aujourd'hui est quand même proche des égouts, il faut le dire, on n'a plus comment dire, des références comme même à l'époque de Mitterrand, on avait encore une culture intellectuelle, on avait des références littéraires, etc. Aujourd'hui, on va citer du Spider-Man, enfin, on est à un niveau quand même très bas. Est-ce que vous pensez que finalement, le paradoxe de notre époque, c'est que, suivant vos propos, c'est que le peuple a pu, pour une certaine partie du peuple, se niveler vers le haut quand même avec une culture propre, à tel point qu'ils peuvent aussi gouverner le pays, tout en ayant une gouvernance ou en tout cas une classe politique qui, elle, est de plus en plus médiocre, donc finalement a perdu de son intérêt. Je ne sais pas si ma question est claire, mais finalement… je comprends votre question. Après, c'est la manière de la poser. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que non, le niveau intellectuel, il a régressé depuis… Molière essayait déjà d'expliquer cette notion, c'est-à-dire l'aspect psychopathe qu'il y a dans le français, dans le grand français, dans le petit français, cette espèce de force sadique qui a à jouer les petits chefs dès qu'on a le bâton entre les mains. Et ça Molière le jouait très bien. On le voit dans la Mare. Ça veut dire dès que quelqu'un peut avoir un petit peu de pouvoir sur les autres, comment ce pouvoir corrompt. Voilà. Et comment, en fin de compte, il y a dans l'esprit des Français et des Françaises, de l'époque rien que de Molière, même le gueux le plus haut, dès qu'on lui met une pièce, on lui met un rouble dans la main, comment il se met à prendre les autres de haut. Molière le travail. Donc, on a toute cette vague de penseurs qui vont arriver, qui étaient un petit peu avant et qui vont arriver après, et qu'on va appeler des philosophes et des humanistes. Là, aujourd'hui, la grande différence, c'est qu'on va penser que les gens qui vous parlent d'économie ou d'économie ou de république ou de constituante, ce sont des philosophes. Non. Des connards, ça reste des connards. Des connards, ils pensent comment les gens doivent gérer la vie des autres. Voilà. Faut que ce soit clair. C'est-à-dire que les gens idéalisent un sauveur. Non. Soit on a tous des neurones, on comprend qu'on vit en société, on comprend que cette société, elle impose un schéma de construction qui passe d'abord par notre éducation, une formation d'éducation où l'homme ne soit pas au mépris des droits humains de chacun. Les gens, ils appellent ça la tolérance. Ça ne s'appelle pas de la tolérance, ça s'appelle du droit, tout simplement. Voilà. Chaque humain, il a le droit au respect. Et si on avait enseigné ça comme une valeur de droit, un seuil infranchissable, on ne serait pas en train d'avoir des agressions d'un individu vis-à-vis d'un autre, ni parce qu'il est grand ou qu'il est petit, ni parce qu'il est plus large ou il est moins large, ni parce qu'il est plus jaune ou qu'effectivement il n'a pas fait sa jeunesse. Donc c'est là où en fin de compte on pense qu'on a la liberté de parole sur des individus. On n'a pas à penser qu'on a la liberté de parole sur un individu. Tu as la liberté de parole sur ta manière d'action et surtout dans le cadre en primo ne serrer. En premier, ne pas nuire. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'il a fallu rappeler durant le Covid parce que beaucoup l'ont plié, le principe de primum non nocere, entre autres. Mais on va reparler du Covid après, Jean-Noël, ne vous inquiétez pas. Pour revenir là, je ne parlais pas de Covid. Hein. Le serment d'Hippocrate n'a rien à voir avec avec le serment de. Ça fait partie de n'entre pas ici qui n'est pas géomètre. Ça n'a rien à voir avec la médecine. Alors, pour revenir avec les gilets jaunes, quelques instants, avec le recul des 6 années, bientôt, est-ce que vous pensez que ce mouvement, finalement, est-ce qu'il aurait pu durer plus longtemps que prévu? Est-ce qu'il a été instrumentalisé? Est-ce que finalement, allez, soyons fous, c'est un complot de l'État profond pour diviser le peuple? Est-ce que vous pensez que c'était un mouvement si spontané que cela, ou est-ce que finalement
comment dire, il n'aurait pas existé dans d'autres circonstances. Qu'est-ce que vous faites comme bilan de ce mouvement 6 ans après? Bah, le mouvement, c'est un mouvement qui a été créé de toutes pièces, hein. Alors, les gens, s'ils vont chercher à qui appartient la propriété intellectuelle des Gilets jaunes et celle dès le départ, on voit bien que celui qui avait enregistré les noms à son nom, c'était monsieur Florent Philippot. Ah, bah oui, il y a des surprises pour personne. Quand on voit, on se pose les accointances, sont-ils francs-maçons, sont-ils ceci, sont-ils cela? Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? C'est là, là, je vais le refaire découvrir aux gens qui vont nous regarder pour comprendre, parce que vous avez pu accueillir des gens qui vous ont dit, ouais, mais j'étais franc-maçon, mais je ne le suis plus. En fin de compte, qu'est-ce qui se cache réellement derrière? C'est pourtant un secret tout con. C'est à quoi ça sert un compas d'équerre? Quand vous aurez compris ça, vous aurez compris que effectivement, à qui vous pouvez vous fier. Il reste pas grand monde. Alors, vous pensez que sortir de la franc-maçonnerie et être repentiste est impossible? Oui, c'est impossible pour les gens qui soi-disant l'ont été et ne seraient plus. Non, les gens quand ils prêtent serment, c'est un serment qui voilà, M. Attali, il fait un très bon signe comme ça. Voilà, et il explique comment on finit par en sortir. Voilà, donc c'est une chaîne de commandement, qui est l'aspirateur physique et géologique où au bout du compte, les populations sont aspirées et elles ne sont que la nourriture qui est dévolue à des gens qu'on appelle ça les grands électeurs ou les élus. Voilà. D'accord. Alors, voilà, pour répondre à la question sur les Gilets jaunes, oui, c'est quelque chose qui a été instrumentalisé, mais c'est quelque chose où en fin de compte, on demande aux populations de s'affronter. C'est-à-dire que les élites ont bien organisé le match. Un match, il a bien eu lieu, il est toujours en cours, parce qu'effectivement, moi, je suis là, je suis présent. Ah là, je me bats avec toujours la même ferveur que pendant les Gilets jaunes et toujours en disant toujours la même chose. Maintenant, je le dis de différentes manières pour que les gens arrivent à comprendre où se trouve le cœur des choses pour pouvoir en sortir. Alors, si on ne peut pas savoir comment réfléchit notre adversaire, on ne peut pas le battre. On ne peut pas se battre contre quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est ça la réalité. C'est donc, oui, ça a été instrumentalisé. 6 ans après, on est toujours là, pour certains d'entre nous. Maintenant, nos capacités à réunir, nos capacités à fédérer face à effectivement le fait de voter pour moi, mais effectivement, on va faire une assemblée citoyenne, voter pour moi, non. Coluche disait, si voter, ça servait à quelque chose, il y a longtemps que ce sera interdit. Mais c'est là où il faut comprendre pourquoi. Alors, si les gens ne peuvent pas comprendre le pourquoi Coluche le disait, ils vont toujours aller voter. Alors, ce n'est pas le fait que vous soyez inscrit ou pas. Quand vous faites une opération, la dernière fois, on avait une vingtaine de candidats. On avait une vingtaine de candidats. Sur la vingtaine de candidats, sur la vingtaine de candidats, il y en a très peu qui ont eu des points. On se retrouve avec sur candidats déposés, c'est-à-dire on était sur 40 millions de personnes qui pouvaient aller voter. 40 millions de personnes, on est sur 49 millions de personnes qui pouvaient aller voter. Voilà, on a 10 millions de personnes qui sont pas allées. On a 39 millions de personnes qui sont donc allées voter. Ces 39 millions sur la répartition des deux premiers candidats, c'était moins de 20% pour le premier, moins de 20% pour le deuxième sur les suffrages exprimés. C'est-à-dire sur les suffrages exprimés, des gens allaient voter. Mais suffrages exprimés déposés sur des candidats, puisqu'après, il faut enlever les blancs et les nuls. Donc, ceux-là, ils vont passer. Ça veut dire qu'au départ, celui qui va arriver dans les deux premiers, qui sera président de la République, comme il représente que moins de 20%, c'est 80% de la population qu'il aura dans le baba par rapport à son choix au départ. Mais si on prend juste au premier tour, c'est plus de 60% de la population qui n'aura pas droit à son candidat. Alors, les élections, c'est une machine à faire accepter à la majorité qu'elle n'aura jamais ce qu'elle veut, quoi qu'il arrive. Donc, tout ça, c'est la lecture mathématique arithmétique qui sont de la lecture de la réalité. Et ça, les gens ne le comprennent pas. C'est-à-dire que les gens, quand on leur parle mathématiques, ils sont dans la croyance, les gens se sont sacrifiés pour aller voter. Non. Il y a
quand on parle de la Constitution, les gens sont sur la Constitution de 58. Ben, la réponse, c'est pas ni de 46 ni de 58 donc les questions. Le document qui constitue la République française en tant qu'État-nation souverain et dit de République, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est l'élément qu'on appelle la Constitution. C'est ça. Sans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'existe pas de document qui fait que le pouvoir suzerain, c'est-à-dire du roi, Louis XVI, est transféré aux populations comme étant chacun son propre représentant. Et ce qui permet effectivement une autorité qui permet effectivement de moi-même, mon propre souverain, de transférer, de me désigner un mandataire pour me régir ou non. Ben oui, sinon d'où vient le système d'élection? Alors, c'est pas la loi du plus fort. C'est ce qu'on appelle c'est le fondement du modèle institutionnel et constitutionnel. C'est-à-dire l'administration de moi-même par moi-même et de moi-même face à quelqu'un qui me ressemble dans ce qu'on appelle les notions de vraisemblance. C'est-à-dire, vous êtes un être humain, je suis un être humain, on est d'accord qu'il y a un pacte de non-agression qu'on reconnaît dans les 10 commandements, c'est tu ne tueras pas, je te tue pas, tu me tues pas, et là on peut commencer déjà à faire société. On se respecte, et donc comme on a cette notion de reconnaissance, le niveau de reconnaissance, c'est la gémellité. La gémellité, c'est le principe de nation. La nation, c'est la dualité. C'est la dualité dans les lois de similarité. C'est de jeu, c'est nation. La notion de peuple et d'habité, c'est une notion singulière. Pour ça, la maîtrise du français, la maîtrise de concept, manque à beaucoup de Français. L'avenir de l'homme, d'où il vient et là où il va, c'est pour s'enquérir du savoir. Enquérir le savoir qui nous est nécessaire pour exister en société.